normal que les personnes qui gagnent beaucoup, elles soient taxées plus, à mon sens, qu'une personne qui aura un emploi plus précaire. Enfin, ça, pour moi, c'est pas normal qu'elle soit taxée. Donc, peut-être au niveau de la répartition, faire plus de tranches d'imposition, parce qu'il y a beaucoup trop d'écart entre les tranches. Passer sur les taxations sur les terrains non bâtis, si ça peut permettre à la TVA de baisser et à remplacer les autres charges d'imposition pour les salariés et les patrons, ça peut être une alternative intéressante. Après, je pense qu'il faut voir dans la pratique plus que dans la théorie, voir comment ça se passe directement. Il faut quand même essayer de trouver un équilibre au début, je pense, avant d'essayer de passer à quelque chose de complet. Le second intervenant, finalement, semble acquiescer à l'idée générale, mais il dit qu'il faudrait rendre ça concret, et ce n'est qu'en testant qu'on pourra savoir si c'est bien, et puis si c'est peut-être acceptable politiquement. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui, puisque le but du livre, c'est de présenter une potentielle réforme fiscale d'ampleur. Et là, actuellement, on est en train de faire plein de tests sur des données pour voir quels seraient les gagnants et les perdants, et est-ce qu'il y aurait, suivant les évaluations qu'on peut faire de la valeur du terrain d'assises de tout bâtiment, est-ce qu'il y aurait de grandes variabilités, beaucoup de bruit sur la base fiscale. La première dame, elle reste sur ce qu'elle connaît de la fiscalité, c'est-à-dire ce qui est apparent, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Mais finalement, je ne suis pas sûr qu'elle ait incorporé le fait que le but de notre livre, c'est d'étendre la panoplie d'outils fiscaux à la disposition du Parlement et du gouvernement. Donc la richesse des ménages, c'est 80% d'immobilier, 20% d'épargne financière. Et donc, dans les 80% d'immobilier, en fait 40% de foncier et 40% sur le bâti. Et si on regarde l'ensemble, si on met les entreprises et l'État, et donc la France dans son ensemble, en fait, notre richesse financière, globalement, collectivement, elle est nulle. Il y a des dettes des agents privés, des dettes immobilières, des dettes pour des entreprises, pour financer du capital, les dettes de l'État, je ne vais pas en parler parce que c'est tellement évident. Eh bien, l'ensemble de ces dettes vaut l'ensemble des actifs financiers. Et donc notre richesse en France collectivement, c'est uniquement de la terre et du bâti. Mais on en a beaucoup. Et ce qui est important, c'est que la valeur du foncier, elle, a augmenté d'une manière considérable. Si les prix de l'immobilier ont été multipliés par 3, pratiquement en 30 ans, c'est pour 3/4 l'augmentation des prix du foncier et pour 1/4 simplement l'augmentation des coûts de construction. L'étape suivante, c'est de dire: mais est-ce que le propriétaire est responsable de l'augmentation de la valeur du terrain? Il est certainement responsable du fait qu'il entretienne bien le bâti. Mais sur la valeur de la terre, si elle augmente, il en est responsable ou pas? Non, ce sont des facteurs qu'on va appeler en économie exogènes. Et donc pourquoi est-ce qu'il devrait bénéficier intégralement de cette rente foncière, alors que c'est finalement l'ensemble de la collectivité, plus le marché, c'est le fonctionnement, disons, mixte de l'économie de marché et de l'État qui fait que le prix du sol augmente. Pourquoi? On voit bien que ça serait effectivement plus efficace et peut-être plus moral d'imposer beaucoup plus le foncier d'assises et d'imposer beaucoup moins, voire pas du tout dans notre livre, le bâti. L'ensemble de la valeur de la terre, c'est entre 6 000 milliards, 7 000 milliards, c'est beaucoup. Hein, ça fait... bon, si vous appliquez une taxe à 1%, ça fait 60-70 milliards. Et donc ça remplace à peu près tous les impôts immobiliers qui existent. Donc on pourrait déjà les supprimer et on détaille dans le livre pourquoi ça serait déjà un avantage économique. Voilà. Parce que par exemple, s'il y a 3 millions de logements vacants, si vous payez 1% sur la terre d'assises du logement vacant, au bout d'un certain temps, les gens vont se dire: oh là là, mais ça me coûte cher. Et mon logement ne me rapporte rien. Bon. Donc, ça va peut-être faire prendre conscience aux gens qu'il faudrait avoir une gestion plus active. Et puis, on se dit, ça c'est une taxe à 1%, et si on passe à une taxe à 2%,
Ce deuxième pourcent, il rapporte encore 60-70 milliards d'euros. Mais 60-70 milliards d'euros, c'est beaucoup. Et on peut y consacrer, par exemple, au financement de la sécurité sociale et baisser d'autant les taxes sur les salaires, c'est-à-dire les cotisations sociales salariées, ou bien certains impôts, comme les impôts de production, qui pèsent sur le capital des entreprises. Donc c'est ça notre proposition. C'est taxer la rente et détaxer le travail et le capital. Je sais qu'il y aura des obstacles politiques considérables. Et une société âgée ne fait pas toujours des bons choix. C'est qu'on est devenu une société âgée qui privilégie malheureusement c'est vrai aussi en matière environnementale, qui privilégie les choix, les préférences des gens qui votent le plus. Et j'ai regardé encore les taux de participation électoraux. 50% pour les jeunes et c'est 75% pour les gens de plus de 65 ans. Et donc ils pèsent beaucoup plus. Et comme ils sont beaucoup plus propriétaires, ils ont fini de rembourser leurs dettes. Voilà. Mais il faut que les jeunes aillent voter. Voilà. Donc pour que ma réforme passe, pour que notre réforme à Étienne et moi passe, il faut que les jeunes aillent voter. Parce que c'est une réforme pour les jeunes.